Bonjour. Comme dans les précédentes vidéos, on continue l'application des verbes d'action des SVT en corrigeant les examens proposés lors des sessions du baccalauréat. Dans cette vidéo, on va corriger les examens ou les exercices de l'immunologie proposés lors des sessions du baccalauréat de l'année 2016. Et on va commencer par la correction de la session normale 2016. Donc voilà le sujet. Afin de mettre en évidence certains aspects du déroulement de la réponse immunitaire contre le virus de la grippe, on présente les données suivantes. Donnée 1. La grippe est une infection virale associée à une réaction inflammatoire au niveau de la muqueuse du nez et de la gorge. En plus de la fièvre, ses principaux symptômes sont un écoulement nasal abondant, des maux de gorge et des migraines. Le document 1 présente le suivi de quelques paramètres physiologiques au cours des 11 premiers jours suivant une infection grippale. Donc voilà le document 1 présentant le suivi des paramètres physiologiques étudiés. On vous demande, en exploitant les données du document 1, décrivez les résultats obtenus et déduisez le type de la réponse immunitaire spécifique développée par l'organisme contre le virus de la grippe. D'après la question, on vous demande ici la réponse immunitaire spécifique. On connaît bien sûr qu'il y a deux types d'immunité spécifique, soit humorale, soit cellulaire. Donc on doit chercher ici laquelle des deux réponses immunitaires est utilisée par l'organisme contre le virus de la grippe. Pour décrire ce document, remarquez ici en trait plein le symptôme de la réaction inflammatoire. En tireté, en petite tireté, concentration des virus dans le sang, et en grande tireté, concentration en anticorps dans le sang. Remarquez ici donc les symptômes apparaissent puis commencent à disparaître. En plus, la concentration des virus depuis la contamination, elle va augmenter pendant un certain temps jusqu'à 12 jours, puis elle va être stagnante, puis elle commence à diminuer. Par contre, la concentration de l'anticorps, elle est absente, elle n'apparaît qu'à partir du deuxième jour en faible quantité, puis elle commence à augmenter, ce qui explique la diminution du virus. Donc, puisque ici on parle de anticorps, donc la réponse immunitaire, c'est la réponse immunitaire spécifique humorale. D'après les résultats obtenus dans le document 1, on constate que l'importance des symptômes de la réponse inflammatoire augmente après l'infection pour atteindre une valeur maximale à la deuxième journée, comme vous le constatez ici. Après, elle diminue progressivement jusqu'à la disparition au 9e jour. Pour la concentration du virus dans le sang, il augmente rapidement pour atteindre une valeur maximale au deuxième jour et reste constante, c'est-à-dire stagnante pendant un certain temps jusqu'au 5e jour, puis commence à diminuer jusqu'à qu'elle s'annule au 9e jour. Alors que pour les anticorps, ils n'apparaissent que avant les 5 premiers jours, la concentration de l'anticorps était nulle et elle commence à augmenter après le 5e jour d'une façon progressive, ce qui explique bien sûr la diminution de la concentration des virus ici. Donc, comme déduction, on déduit que la réponse immunitaire spécifique développée par le corps est une réponse immunitaire spécifique à médiation humorale. Et on continue. Donnée 2. Chez des souris infectées par le virus de la grippe, on mesure l'évolution en fonction du temps du nombre de lymphocytes T cytotoxiques dans les poumons et l'évolution de la concentration sanguine en virus de la grippe. Le document 2 présente les résultats obtenus. Voilà le document 2, vous avez ici des histogrammes qui représentent le nombre de lymphocytes T cytotoxiques et en graphe et aussi en tireté plein, c'est la concentration sanguine en virus. On vous aide dans des données de document de préciser la relation entre l'évolution de la concentration sanguine en virus de la grippe et celle du nombre de lymphocytes T cytotoxiques. Et déduisez en justifiant votre réponse le type de réaction immunitaire intervenant dans l'élimination du virus de la grippe. Puisque ici on parle de lymphocytes T cytotoxique, bien sûr il s'agit de la réponse immunitaire cellulaire. Mais avant ça, commençons par démontrer ou préciser la relation entre l'évolution de la concentration sanguine en virus de la grippe et celle du nombre de lymphocytes. Au début, c'est-à-dire lors de l'infection,
la concentration sanguine en virus, elle est très grande. Et la concentration en lymphocyte T, C, elle est presque nulle. Mais au fur et à mesure, en fonction du temps, la concentration sanguine du virus commence à diminuer et la concentration en lymphocyte TC augmente au fur et à mesure, jusqu'à un moment où la concentration sanguine du virus chute et bien sûr, la quantité ou la concentration de lymphocyte T, elle aussi, il va diminuer. Donc la réponse immunitaire utilisée dans ce cas-là, c'est bien sûr la réponse à médiation cellulaire. D'après le document 2, qui présente la relation entre la concentration sanguine au virus de la grippe et celle du nombre de lymphocytes TC, on constate que, au départ, la concentration du virus dans le sang était très élevée, car le nombre de lymphocytes TC est très faible. L'augmentation progressive des lymphocytes TC a entraîné une diminution progressive du virus dans le sang. Et suite à la diminution de la concentration du virus dans le sang, le nombre de lymphocytes TC, bien sûr, va diminuer. Donc, comme déduction, le type de réponse immunitaire utilisée dans ce cas-là, c'est la réponse immunitaire spécifique à médiation cellulaire, puisqu'elle fait intervenir les TC. Donnée 3. Les schémas du document 3 résument le mode d'action des lymphocytes T, cytotoxiques et des anticorps contre le virus de la grippe. À partir des données du document 3 et de vos connaissances, expliquez comment les anticorps et les lymphocytes TC interviennent dans l'élimination du virus de la grippe. Dans la figure A, on a ici les anticorps. Ils vont s'associer au virus en donnant ce qu'on appelle le complexe humain. Ce complexe humain va être bien sûr phagocyté par les phagocytes. Ainsi, il fait bien sûr élimination du virus. Ça, c'est dans la réponse immorale. Dans la réponse à médiation cellulaire, on constate que les cellules infectées présentent la protéine virale aux cellules TC qu'ils reconnaissent bien sûr qu'ils sont infectés. Cette reconnaissance va bien sûr libérer des produits ou des substances telles les granzymes et les perforines qui vont bien sûr perforer la membrane de la cellule infectée et ainsi ils vont la faire exploser et détruire. L'explication demandée. Pour la réponse à médiation immorale, figure A, les anticorps se lient au virus et forment des complexes humains qui neutralisent les virus et facilitent leur phagocytose par les phagocytes. Pour la figure B, c'est-à-dire la réponse à médiation cellulaire, les lymphocytes TC reconnaissent par l'intermédiaire des récepteurs T les déterminants antigéniques du virus portés par les molécules du CMH, c'est une double reconnaissance, et sécrètent les perforines et les granzymes, ce qui aboutit à la formation des cellules infectées par le virus. Et on passe à la correction de l'exercice proposé lors de la session de rattrapage 2016 que voici. Afin de montrer certains aspects de la réponse immunitaire spécifique dirigée contre les bactéries pathogènes sécrétrices de toxines, on propose les données suivantes. Donnée 1, à la suite d'une contamination par des bactéries pathogènes qui provoquent une maladie, c'est ça ce qu'on appelle pathogène, donc elles provoquent une maladie, on dose chez la personne contaminée la quantité d'antigène, c'est-à-dire la toxine, et la quantité d'anticorps antitoxine. Les résultats sont présentés dans le document numéro 1, que voilà. À partir des données du document 1, décrivez le résultat de ces mesures et montrer la nature de la réponse immunitaire mise en œuvre et justifier votre réponse. Donc, ce qu'on a à montrer, c'est seulement certains aspects de la réponse immunitaire spécifique, soit humoral, soit cellulaire, et certaines, bien sûr, certaines caractéristiques. Donc, d'après le document qu'on a ici, on constate que, après l'infection, le nombre ou la concentration de l'antigène, c'est-à-dire la toxine, augmente jusqu'au 4e jour, puis commence à diminuer. Par contre, pour les anticorps, au début de l'infection, ils étaient nuls, la concentration était nulle, et commence à apparaître à partir du 4e jour d'une façon progressive et augmenter de façon rapide. Cela, bien sûr, a entraîné la diminution de la toxine. En faisant, bien sûr, puisqu'on parle de anticorps avec la toxine antigène, il va y avoir formation de ce qu'on appelle les complexes humains. Donc, comme réponse, la description du document 1 montre que, suite à l'infection,
La quantité de l'antigène, c'est-à-dire la toxine, augmente pour atteindre une valeur maximale, c'est-à-dire 4 UA, au 4e jour. Ensuite, cette quantité diminue jusqu'à ce qu'elle s'annule au 14e jour. Pour l'anticorps, avant le 4e jour, la quantité d'anticorps était nulle. Ensuite, elle augmente progressivement jusqu'au 2e jour. Par la suite, la quantité des anticorps augmente d'une façon rapide de 2 ou de 1 UA jusqu'à 10 ou 8 UA au 16e jour. Donc, la nature de la réponse immunitaire utilisée dans ce cas-là, c'est une réponse immunitaire spécifique à médiation immorale, car elle fait intervenir les anticorps. Donnée numéro 2. Dans les jours qui suivent l'injection d'une anatoxine X, toxine X atténuée, à un cobaye, on mesure le nombre de lymphocytes B, les LB, et des plasmocytes notés P, par millilitre de sang, et on réalise le dosage des anticorps antitoxine X libre, qu'on note AC, dans le sang de ce cobaye. Bon, le document 2 présente les résultats obtenus, que voilà. On vous demande, en exploitant les résultats du document 2, expliquer l'évolution des éléments intervenant dans la réponse immunitaire. Donc, constatez ici l'injection de l'anatoxine, c'est-à-dire comme infection. Donc, l'injection de l'anatoxine, on constate qu'au début, la quantité ou le nombre de lymphocytes LB était constant, puis commence à augmenter, puis diminuer vers le 8e jour. Par contre, les plasmocytes, elle aussi, elle était au début constante, et on commence à augmenter qu'à partir du 8e jour. De même, pour les anticorps, elles étaient nulles ou étaient absentes jusqu'au 8e jour, puis elles commencent à augmenter pour rester constants vers le 16e jour. Donc les LB, d'après cette notion de temps, les LB vont se transformer en P, c'est-à-dire en plasmocytes, et les plasmocytes vont sécréter bien sûr les anticorps. Donc comme réponse, donc l'explication de l'évolution des éléments qui interviennent dans la réponse immunitaire, l'injection de l'anatoxine X conduit, c'est-à-dire après la phase d'induction, donc conduit à l'activation et la multiplication des lymphocytes B, ce qui explique l'augmentation de leur nombre. Puis il y a une différenciation des LB en P en plasmocytes de certains, bien sûr, lymphocytes B conduit à la formation des plasmocytes et à l'augmentation de leur nombre. L'augmentation du nombre des plasmocytes formés, bien sûr qui vont sécréter les anticorps, va expliquer l'augmentation de l'anticorps qu'on a ici de façon progressive. Donnée 3. Afin de déterminer les conditions nécessaires à la production des anticorps antitoxine X, on injecte l'anatoxine X à 3 lots de cobayes de même souche. Les cobayes du lot 1 sont normaux, les cobayes du lot 2 sont thymoectomisés, c'est-à-dire ayant subi une ablation du thymus. Et les cobayes du lot 3 sont thymectomisés et auxquels on a injecté des lymphocytes T des cobayes du premier lot. Après 15 jours, on prélève le sérum de chacun des 3 lots et on le met en présence de la toxine X. Le document 3 présente les résultats obtenus. Le voilà. Donc on vous demande d'expliquer les résultats obtenus dans le document 3, puis déduisez la condition nécessaire à la production des anticorps antitoxine X. Alors, du premier lot, c'est-à-dire la première expérience 1 pour le premier lot, sérum des cobayes du lot 1 plus toxine X, il y a formation de complexe humain, parce que les cobayes du lot 1 sont normaux. Pour l'expérience 2, le sérum des cobayes du lot 2 plus toxine, pas de formation de complexe humain, puisque ces cobayes du lot 2 sont thymectomisés, c'est-à-dire ils n'ont pas de thymus, ils n'ont pas de lymphocytes T immunocompétentes, donc il n'y a pas action sur les lymphocytes B pour qu'ils se transforment en plasmocytes pour qu'il y ait synthèse des anticorps. Pour l'expérience 3, qui sont eux aussi thymectomisés, c'est-à-dire ils n'ont pas de thymus, mais on leur a injecté le sérum du premier lot, c'est-à-dire les sérums des cobayes normaux. Donc ils contiennent bien sûr l'anticorps. Et cette présence des anticorps, bien sûr, va former des complexes humains avec la toxine X qu'on leur a injectée. Donc,
ça résume que pour qu'il y ait bien sûr production des anticorps antitoxines, il faut bien sûr qu'il y ait à la fois les lymphocytes B et les lymphocytes T. Comme justification, en absence du thymus, responsable de la formation des lymphocytes T immunocompétentes, il y a bien sûr absence du complexe humain, c'est-à-dire absence des anticorps. Donc pour qu'il y ait des anticorps, il faut qu'il y ait à la fois la présence des lymphocytes B et les lymphocytes T. Donc il y a une coopération entre les lymphocytes. Donc l'expérience 1, le cobaye du premier lot sécrète les anticorps spécifiques à la toxine X qui s'associe aux toxines formant les complexes humains. La deuxième expérience, l'absence de thymus chez le cobaye de lot numéro 2, entraîne bien sûr l'absence de maturation de lymphocytes LT, donc pas de différenciation de lymphocytes B en plasmocytes, donc pas de production d'anticorps spécifiques à la toxine X, ce qui explique bien sûr l'absence du complexe humain. Par contre, dans l'expérience numéro 3, les cobayes de lot 3 produisent les anticorps spécifiques à la toxine X. Ceci entraîne la formation des complexes humains, car ces cobayes ont reçu des lymphocytes matures des cobayes du premier lot, qui ont remplacé bien sûr l'ablation du thymus. Donc la condition nécessaire à la production des anticorps, c'est l'existence bien sûr des lymphocytes T matures capables d'activer les lymphocytes B et entraîne leur différenciation en plasmocytes sécrétrices d'anticorps. Ce qui veut dire qu'il doit y avoir bien sûr une coopération entre les lymphocytes B et les lymphocytes T. Et enfin, on va laisser ici des exercices, des examens proposés lors de l'année 2018, session normale, et ceux proposés lors de la session de rattrapage 2018, que voilà. À la fin, je vous souhaite bon courage et à bientôt. S'il y a des questions, bien sûr, vous n'avez qu'à les proposer dans le commentaire.